Demander toujours plus de flexibilité aux travailleurs et aux travailleuses rend le monde du travail quelque peu sportif. La flexibilité n'a jamais été aussi poussée qu'à l'heure actuelle et l'avenir nous laisse penser qu'elle va encore s'intensifier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Opinion CSC consacrée à la flexibilité au travail. Mais qu'est-ce qu'on entend par flexibilité et quelles en sont les conséquences pour les travailleurs et travailleuses? Explication. La flexibilité du travail est un concept vague qui peut compter beaucoup de notions différentes. Pour les employeurs, c'est un moyen de s'adapter aux évolutions et aux contraintes du marché, mais pour les travailleurs, la conséquence est souvent de se retrouver un peu pressés, comme des citrons. Du coup, de quoi parle-t-on quand on dit flexibilité? Eh bien, la flexibilité se définit comme la capacité de s'adapter sous la double contrainte de l'incertitude et de l'urgence. Dans les faits, elle devient surtout la norme, et ce, au niveau des horaires, des tâches, du temps de travail, de la localisation et du contrat de travail. Pour les horaires, ils peuvent être variables ou flottants, compressés, à pause, de jour, de nuit ou le week-end. L'employeur fait souvent passer ces horaires flexibles comme un avantage, mais dans les faits, ils empêchent surtout une conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Pour la flexibilité des tâches, on parle alors de polyvalence. La polyvalence, elle permet aux travailleurs d'avoir une vue d'ensemble sur le travail en entreprise, et aussi d'éviter la monotonie. Mais cette polyvalence, elle demande aussi de s'adapter aux changements et de multiplier les connaissances, de même que les savoir-faire. Mais souvent, on demande également aux travailleurs d'en faire plus, sans avoir pour autant une formation de qualité, ni même de compensation salariale. Quand on parle de flexibilité de localisation, on peut bien évidemment citer le télétravail ou le travail à domicile, mais il existe aussi également les travailleurs à qui on impose un changement de site sans se préoccuper de leur situation familiale, ni même de leur lieu de vie. C'est la porte ouverte à des situations désastreuses. Il existe aussi de nombreux contrats de travail, temps plein ou temps partiel imposé, contrats précaires à durée déterminée ou intérimaire, flexi-job. Il n'est pas rare de devoir cumuler plusieurs emplois pour arriver à joindre les deux bouts en fin de mois, mais sans certitude du lendemain, il est difficile de se projeter dans l'avenir. Vous l'aurez compris, la flexibilité couvre beaucoup de choses différentes et profite souvent beaucoup plus à l'employeur qu'à l'employé. C'est pour cette raison que nous prenons un dialogue social de qualité en entreprise, qu'il s'agisse d'une multinationale ou alors d'une petite entreprise. Ce concept de flexibilité est vaste et induit une dérégulation du marché du travail. Sans réelle concertation sociale, le risque de voir sauter tous les droits des travailleurs et des travailleuses est grand. La flexibilité, c'est un peu un mot valise. Aujourd'hui, être flexible, ça veut dire commencer à travailler tôt, pouvoir travailler tard, c'est pouvoir soi-disant travailler quand on le veut, comme on le veut. C'est aussi ajuster son temps de travail et son salaire. Or, syndicalement, il nous apparaît important de travailler dans des collectifs de travail avec des règles qui sont claires pour les uns et les autres, à travail égal, salaire égal. Et nous remarquons qu'on a poussé cette flexibilité tellement loin qu'aujourd'hui on assiste à un grand isolement des travailleuses et des travailleurs. Je suis tout seul face à mon paquet de tâches et je n'ai personne avec qui en parler, personne avec qui échanger quand je ne comprends pas ce que je dois faire ou quand je veux simplement faire un travail plus collaboratif. On constate un épuisement aussi de tâches de plus en plus répétitives qui ne font pas de sens. Si je suis soignante, j'ai envie de passer mon temps à soigner, pas à remplir des tableaux. Notre boulot à la CSC, c'est de demander que tout ça soit pris en compte. La flexibilité, elle se négocie aussi. On travaille de nuit depuis toujours dans les hôpitaux, dans une bonne partie de l'industrie, mais nous avons toujours négocié le fait que le travail de nuit, eh bien, c'est payé différemment, que ce soit en temps, en récupération ou en salaire, que le travail de jour, parce que de très nombreuses études ont montré que le travail de nuit a un impact majeur sur la santé et certainement la santé à long terme des travailleuses et des travailleurs. Donc la flexibilité pour nous, ce n'est pas un mot tabou, c'est une des réalités du monde du travail, mais la flexibilité, elle doit être négociée, elle doit être encadrée. Et aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'entreprises, vraiment à la limite de ce qui est supportable pour les travailleurs salariés, mais nous voyons que beaucoup d'indépendants sont aussi en grosse difficulté et en épuisement professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche l'ensemble du monde du travail. Aujourd'hui, je pense vraiment que nous sommes aux limites de ce qui est supportable, de ce qui est acceptable, et surtout, ce n'est pas tenable sur une carrière de 45 ans. Donc les phénomènes s'est intensifié, même s'il a toujours existé. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, et en particulier depuis le Covid, c'est le fait qu'on rend le travailleur responsable de sa flexibilité sous prétexte qu'il peut choisir le lieu
ou le moment auquel ils travaillent. Mais cette liberté, elle est très souvent factice, c'est ce que nous constatons tous les jours. Tous les secteurs d'activité sont concernés par la flexibilité et la délégation syndicale, en tant que représentant des travailleurs et des travailleuses, peut y jouer un rôle important. Voyons ça avec des acteurs du terrain et pour commencer, des représentants du commerce. La flexibilité dans le commerce, c'est limite généralisé aujourd'hui. Tout le monde doit être flexible dans le commerce, malheureusement. Et on vit ça très mal parce qu'en plus, on profite des contrats précaires pour justement jouer sur la flexibilité. Et alors, vous avez aussi certains types de contrats qui sont faits dans certaines filiales où on vous dit, ben voilà, vous n'êtes pas attaché à votre magasin directement, vous pouvez être déplacé à tout moment jusqu'à 30 voire 50 km de périmètre par rapport à votre domicile. Ça veut dire que s'il y a une personne où ça va moins bien dans son travail ou voilà, qui ne plaît plus au patronat, tout simplement, on va l'embêter en le déplaçant de gauche à droite, toujours à des longues distances pour que cette personne craque un jour, malheureusement. On n'avait plus vraiment des personnes qui sont consacrées à une seule tâche qui est bien précise, où ils connaissent la matière, etc. Il n'y a plus de spécialistes dans les domaines, en fait. C'est un moins bon service pour les clients, d'une part, et d'autre part, pour le travailleur, c'est épuisant de devoir tout faire, parce que tout est chronométré, limite. Et donc aujourd'hui, l'actualité fait vraiment peur dans le monde du commerce, parce qu'on entend qu'on voudrait généraliser le travail du dimanche. Donc tous les travailleurs du commerce travailleraient le dimanche, sans compensation en plus. Les jours fériés, pareil. Vous avez aussi l'annualisation du temps de travail. Ça permettra aux employeurs, en fait, de prendre que des temps partiels et profiter d'eux pour élargir leur plage horaire, tout simplement. Quand on dit flexibilité, on dit forcément énormément de polyvalence. Et avant le Covid, le patronat a clairement exigé, voulu qu'on fasse cette polyvalence. Ça a été refusé à plus de 80% par les travailleurs. Et ça, c'est un point important. Ensuite, il y a eu la période Covid où là, il y a eu un déclencheur au niveau polyvalence, c'est-à-dire que forcément les employés ont justement eu peur de perdre leur emploi, ils ont eu cette crainte et ils ont signé des avenants de contrat qui n'étaient pas corrects. Et là, la délégation est intervenue pour justement cadrer tout ça par une CCT, une convention collective de travail. Il y a des points négatifs. Ces points négatifs sont un surpoids de travail, une surcharge et bien sûr des tâches supplémentaires. Et quand on dit tâches supplémentaires, c'est pas forcément avoir son métier de base, mais avoir plusieurs métiers en même temps. Le collaborateur est surchargé et c'est impossible. Les taux de maladie ont augmenté d'une façon exponentielle. En plus, qui dit maladie, dit blessure en même temps aussi. Et au niveau de l'engagement, oui, on engage beaucoup moins, voire pas du tout. Si à la base, sur un travail, on avait besoin de 5 collaborateurs, non, là, on n'en a plus qu'1 ou 2. Dans les soins de santé, la flexibilité est importante. Pour faire passer la pilule, les employeurs mettent en avant le patient. Oui, on fait souvent culpabiliser le personnel pour qu'ils se sentent obligés d'accepter d'incessants changements d'horaire. La flexibilité dans le secteur, elle est quand même importante parce qu'on a déjà des horaires qui sont en général pas les mêmes. On peut faire le matin, le soir, la nuit. Mais en plus, ici, vu toute la conjoncture de la pénurie, on n'a jamais des horaires pour un mois. On les a, mais ils sont tout le temps changés. Au niveau rythme de sommeil, on fait un soir puis un matin. Enfin, c'est tous des exemples de la pénibilité. On a quand même de gros profils de fonction qui sont encore respectés, mais on sent de plus en plus qu'on va vers un glissement des tâches, où certains métiers prennent des tâches qui ne sont pas toujours dues à leur diplôme, on va dire. Ça ne peut n'avoir qu'un impact sur les patients, même si on essaie que non, mais enfin bon. On est culpabilisé par certains chefs, cadres, etc., parce qu'ils veulent avoir le nombre d'effectifs et donc on se sent culpabilisé dans le devoir de revenir, entre guillemets, mais on est aussi culpabilisé par rapport à nos collègues. Parce que même si on n'a pas envie de revenir, on se dit, bon, elles sont que 2, les pauvres, comment elles vont faire pour s'en sortir? Et ça, c'est un engrenage sans fin. Avoir une vie sociale, avoir une vie de famille, c'est de plus en plus compliqué. Je pense que la flexibilité est très préjudiciable pour l'emploi dans le secteur des soins. Parce que depuis le Covid, les gens veulent du sens. Et ça, dans le secteur des soins, ça devient de plus en plus chaotique. Et par rapport au travail de nuit, il y a quand même un impact sur la santé. Ça, il y a des études qui le prouvent. Les personnes qui font tout le temps la nuit ont plus de risques d'avoir des cancers du sein. Le travail de nuit est pénible.
Et en plus, ce n'est pas toujours un travail de nuit où on ne fait que la nuit tout le temps, donc on a sa semaine de nuit et puis une semaine de congé. C'est parfois des roulements, 2 nuits, 1 jour de congé ou 2, 3 matins, puis 2 jours, puis 3 après-midi. Et ça, au niveau biorhythme, au niveau santé, c'est le pire. Le constat est clair, la flexibilisation à outrance n'est pas la solution. Non, ni pour les travailleurs, ni pour les employeurs. Une économiste nous explique ça. Souvent, les patrons, quand ils veulent instaurer de la flexibilité en entreprise, c'est pour diminuer en fait la masse salariale et pour augmenter leur rentabilité, quoi. Quand on parle de réduction collective du temps de travail, que ce soit en entreprise ou en secteur, il y a différentes manières de supporter le coût. Et ce coût, il peut être supporté soit par les travailleurs, soit par les patrons, soit par l'État. Et une des manières dont les patrons essayent de faire porter le coût de la réduction collective du temps de travail sur les travailleurs, c'est en augmentant la flexibilité, en augmentant les cadences ou en diminuant les salaires. Et c'est toutes des options qu'on essaye syndicalement de ne pas avoir. Et nous, le scénario offensif de réduction collective du temps de travail, c'est bien un scénario où ce sont les patrons qui payent, c'est la rentabilité de l'actionnaire qui est impactée par la réduction collective du temps de travail. Ces stratégies, elles sont toujours discutées avec la délégation syndicale et avec les travailleurs de l'entreprise concernée. Il y a des exemples de réduction collective du temps de travail qui ont été négociés en entreprise, je pense notamment à Auto 5, mais à la réduction collective du temps de travail d'il y a déjà quelques années, où on a négocié aussi plus de flexibilité pour les travailleurs en même temps que la RTT. Mais il y a aussi des exemples où on arrive à obtenir une réduction collective du temps de travail sans flexibilité supplémentaire. Je pense notamment aux aides familiales en région wallonne, où il y a une RTT qui a été obtenue pour les travailleuses âgées. Et là, c'est une réduction collective du temps de travail sans augmentation des cadences ni de flexibilité et sans perte de salaire, quoi. Réduire le temps de travail, c'est sûr que l'effet économique direct, c'est augmenter ce qu'on appelle le coût salarial horaire, hein, puisque pour le même salaire, vous allez travailler moins. Maintenant, il faut savoir que on sait que la RTT a aussi des effets super positifs, tant sur la santé au travail, sur la diminution de l'absentéisme et aussi sur la qualité du travail produit, et donc que la hausse des coûts liés à la RTT n'est pas proportionnelle à la diminution horaire qu'on aurait obtenue par rapport à la RTT, quoi. Mais croire que la RTT c'est un win-win pour tout le monde, je pense que c'est une erreur de penser ça, aussi parce qu'on a l'objectif que la RTT ce soit en fait une manière de mieux redistribuer les richesses entre patrons et travailleurs, et donc en effet d'arriver à ce que la part du capital, la rentabilité des actionnaires soit impactée et qu'elle soit redistribuée aux travailleurs. Il n'y a pas que dans le commerce et les soins de santé que la flexibilité prend de plus en plus de place. Non, ça concerne vraiment tous les secteurs, que ce soit l'ORECA, le gardiennage ou le nettoyage par exemple. On en demande toujours plus. Dans les secteurs dont nous occupons, par exemple, comme l'ORECA, le gardiennage, le nettoyage, on remarque effectivement depuis quelques années qu'il y a de plus en plus de demandes de flexibilité qui viennent principalement de la demande des clients. Donc, comme c'est les secteurs de services, ce sont des entreprises principalement sous-traitantes. Donc, si je peux citer l'exemple du gardiennage, notamment le client qui a engagé une entreprise de gardiennage pour faire des rondes, pour s'occuper de l'accueil, a de plus en plus de demandes de dernière minute pour pouvoir assurer certains services ou des prestations supplémentaires, voire supprimer des prestations, puisque comme les budgets parfois sont réduits aussi, on regarde plus à avoir les bonnes prestations au bon moment, et ça engendre effectivement une augmentation de la flexibilité en termes d'horaire, voire aussi de déplacement des collègues. C'est un phénomène en cascade, parce qu'à un moment donné, on a un collègue qui est disponible pour reprendre une prestation mercredi prochain à 14 h, mais comme il a fait la nuit avant ou qu'il va faire la nuit après, il faut le remplacer. Et donc, à chaque demande de flexibilité et chaque fois qu'il y a un collègue qui reprend, si ce n'est pas un collègue qui est déjà en off et qui peut accepter ça, mais il y a d'autres collègues qui doivent chaque fois reprendre. Et donc, il y a un phénomène de flexibilité en cascade qui se met en place. Dans le secteur du gardiennage, il est prévu au niveau des conventions collectives de travail que les gens reçoivent leur horaire pour le 25 du mois. Cet horaire-là est établi pour un mois, et il y a toute une série de règles qui ont dû être mises en place au niveau de la commission paritaire pour déterminer à quel moment les gens doivent être prévenus, qu'est-ce qu'ils peuvent accepter, qu'est-ce qu'ils doivent accepter, qu'est-ce qu'ils peuvent refuser. C'est parfois très compliqué de faire respecter les limites légales par rapport à ça. Et lors du dernier accord sectoriel, on a négocié aussi une prime lorsqu'il y a un certain nombre de changements d'horaire qui ont été dépassés sur le mois, avec certaines
conditions pour pouvoir effectivement cadrer et limiter ces demandes de flexibilité-là. L'intérim est en quelque sorte une institutionnalisation de la flexibilité. Il répond à un besoin temporaire de main-d'œuvre. Oui, ça permet aux travailleurs d'accéder à un emploi, mais ce n'est pas pour autant que ça débouche sur un emploi durable et de qualité. Il y a quelques années, avec la KUL, on avait décidé de sonder les travailleurs intérimaires pour qu'ils nous disent qu'ils pensaient du travail intérim. Et on avait constaté qu'il y avait sur les différentes réponses, 2 qui ressortaient, c'était les conditions de travail et la flexibilité. Donc des exemples, par exemple, ils nous ont donné beaucoup, qui étaient le fait, par exemple, de travailler dans différentes entreprises. Ils n'avaient pas le temps de s'habituer au niveau sécurité, les tâches qui étaient différentes par rapport aux travailleurs fixes, et souvent sans formation, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On leur donne par exemple des contrats, on leur fait signer les contrats 2 jours avant, et s'ils avaient prévu quelque chose, ils doivent aller travailler. Les heures supplémentaires, quand on les propose, c'est tendance vers les travailleurs intérimaires. Les EPI, donc les protections individuelles, qui reçoivent plus tard, ils doivent commencer à travailler sans. Et le pire, c'est qu'ils se sentent seuls et pas toujours très respectés par les travailleurs fixes. Donc, en suivant ces réponses-là, on leur a demandé, mais qu'est-ce qui fait que vous continuez à travailler comme intérimaire? Et là, la réponse, elle a été, mais à quasiment à 100%, c'était de dire, c'est la nécessité, c'est le fait d'espérer un jour aller vers la porte du bonheur. Une autre forme de flexibilisation du travail, ce sont les flexi-jobs. Oui, dans l'ORECA, ça fait quelques années qu'ils ont été mis en place et on constate des effets néfastes. Alors, les flexi-jobs ont été mis en place dans l'ORECA par le gouvernement en fin 2015. Leur objectif était de lutter contre le travail au noir. Maintenant, ce n'était pas la demande des partenaires sociaux, mais le gouvernement s'est entêté, a voulu mettre en place ce système et à présent, quelques années après, on comprend pourquoi, parce qu'effectivement, ça flexibilise le marché de l'emploi. Le flexi-job, en fait, est un système qui permet à des gens qui travaillent déjà à minimum 4/5e de faire des heures en plus dans une autre entreprise. Et donc, par ce biais-là, ça exclut toute une série de personnes qui travaillent à moins de 4/5e ou qui ne travaillent pas. Et donc, clairement, le gouvernement vise les travailleurs qui peuvent potentiellement travailler plus pour leur faire évidemment travailler plus dans certains secteurs. Alors au départ c'était l'ORECA, ils ont élargi ça d'abord en 2018 et puis ensuite en 2021 et puis etc. Pour en arriver maintenant, là le gouvernement Arizona va élargir à l'ensemble des secteurs et donc cette pratique va se généraliser complètement. Et donc les travailleurs vont pouvoir travailler quelques heures en plus le week-end ou en soirée. Évidemment, l'appât du gain proposé par le gouvernement, puisque c'est du salaire net et donc il n'y a pas de cotisation sociale ni de cotisation, ni d'impôt pour le travailleur. Donc ça, c'est le côté intéressant du travailleur. Par contre, le côté intéressant de l'employeur, c'est clairement la flexibilité, puisque l'employeur peut en fait faire appel à ces travailleurs-là quand il le désire, puisque le système, c'est en fonction des besoins, l'employeur va appeler le travailleur et lui demander de venir travailler quelques heures dans son entreprise. Ces quelques heures-là sont un contrat, et donc du coup, entre chaque prestation, il n'y a aucune obligation de la part de l'employeur de rappeler le travailleur ou de le faire travailler si l'employeur n'en a pas besoin. Alors on constate dans le secteur ORECA que les flexi-jobs ont, on va dire, blanchi une petite partie du travail au noir. Le flexi-job permet aux travailleurs d'avoir une sécurité au niveau de la sécurité sociale et d'avoir un travail déclaré et donc de ne plus avoir les risques du travail au noir. Mais pour pouvoir travailler dans ces conditions-là, il faut être à 4/5e ailleurs. Or, ici, dans l'ORECA, il y avait beaucoup de gens, et il y en a encore, qui travaillent au noir en ayant un contrat à mi-temps, et donc ces personnes-là ne rentrent pas dans les conditions pour être en flexi-job, donc du coup ces personnes-là ne sont pas touchées par cette mesure, et donc globalement on voit que le secteur est toujours en pénurie, et l'emploi s'est vraiment flexibilisé, puisque le travail fixe est resté stable. Mais ça, c'est aussi parce qu'il y avait la caisse enregistreuse qui a été instaurée et donc, du coup, les employeurs ont dû quand même déclarer un peu plus les travailleurs qui ne l'étaient pas encore. Mais pour
l'ensemble de l'emploi, on voit que les flexi-jobs et les étudiants ont explosé. Alors, les conséquences, c'est que les employeurs cherchent maintenant, de la main-d'œuvre la moins chère possible, la plus flexible possible, et donc n'engagent pas spécialement des travailleurs fixes. On constate que seulement 10% des travailleurs flexi-job Horeca viennent déjà du secteur Horeca, le reste vient d'autres secteurs. Ces personnes-là sont sûrement de très bonne volonté, mais n'ont pas les qualifications toujours requises. Et donc, ça n'aide pas à professionnaliser le secteur. En termes d'accidents de travail, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de risques. Et les travailleurs fixes, eux, sentent bien que s'il manque du personnel, on ne va pas spécialement engager des travailleurs fixes, mais plutôt des travailleurs flexibles sur base de ce que l'employeur a besoin. Et donc il y a une pression sur l'emploi, aussi bien en termes de temps de travail que de flexibilité, que de polyvalence, etc. Les travailleurs sont de plus en plus pressés comme des citrons, ce qui a un impact négatif sur leur vie privée. Oui, et aussi sur leur état physique et mental. Il n'y a jamais eu autant de malades liés au travail. Le nombre de malades de longue durée augmente depuis des années, de manière continue. Les dernières actions du gouvernement qui datent de 2017 concernant la réintégration des malades de longue durée n'a absolument pas inversé la tendance. Donc on est aujourd'hui à 500 000 au moins 500 000 travailleurs malades depuis 1 an au moins, donc on parle d'invalides dans ces cas-là. Ces personnes souffrent pour plus d'un tiers d'entre elles de troubles mentaux, donc dépression, burn-out, addiction à des drogues ou alcool. Un petit tiers d'entre elles souffrent de troubles musculo-squelettiques. Donc là, ce sont des tendinites, des maux de dos, c'est dû au port de charges lourdes, aux gestes répétitifs. Ce chiffre ne fait qu'augmenter et donc on comprend qu'il y a un problème en fait. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on essaye de guérir à tout prix ces gens, ou en tout cas de les remettre suffisamment sur pied pour qu'elles puissent retravailler quel qu'en soit le coût pour ces personnes, mais aussi pour la société à long terme, puisqu'une personne qui n'est pas en état de santé de travailler, mais qu'on force à reprendre une activité, a de fortes chances un jour ou l'autre de revoir soit des problèmes du même type, soit d'autres problèmes. On s'attaque aux conséquences et pas aux causes en fait. On n'essaye pas de voir ce qui rend malade les personnes, donc on ne fait pas de la prévention primaire, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce qui cause les maladies et résoudre ces problèmes. Et ça c'est vraiment aujourd'hui le gros problème et le nouvel accord de gouvernement rentre en plein dans cette dynamique aussi de remettre à tout prix les gens sans réfléchir au pourquoi. On est aujourd'hui dans un monde du travail qui presse en fait les personnes, qui doivent effectuer plus, avec moins de moyens, en moins de temps, avec une sécurité d'emploi qui est moins grande aussi. On sait que le fait de perdre cette sécurité d'emploi crée un stress aussi. La perte de sens du travail joue aussi énormément dans la souffrance mentale et physique des travailleurs, puisque un travailleur qui est en souffrance psychologique, psychosociale, peut aussi développer des troubles d'ordre musculo-squelettique, comme des tendinites par exemple. Aujourd'hui, le lien médical entre les deux est clairement prouvé. L'autre problème, c'est la flexibilité à outrance. Donc on se retrouve avec des travailleurs qui effectuent des horaires fractionnés, par exemple, travail de nuit. Ce sont des cadences de travail qui ont un impact très très important sur la santé des travailleurs, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des AVC. À partir du moment où on perturbe l'horloge biologique, la santé, sur le long terme, va s'en ressentir. Alors c'est pas immédiat, c'est sur le long terme. Et c'est ça aussi qui est important de faire comprendre aux employeurs, au gouvernement, aux décideurs, aux politiques, c'est qu'une politique de prévention aujourd'hui efficace ne va pas porter ses fruits immédiatement. Mais sur le long terme, on va réussir à inverser cette tendance à l'augmentation des malades de longue durée. Le monde du travail est malade et un des remèdes étudiés est la réduction collective du temps de travail. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par réduction collective du temps de travail et comment est-ce qu'on peut mettre ça en place ? Quand on parle de réduction collective du temps de travail, souvent les gens ont en tête, on a en tête le fait de passer à une semaine de 38 à par exemple 32 heures sans perte de salaire et avec embauche compensatoire et sans augmentation des cadences. Notre vision de la réduction collective du temps de travail, elle est beaucoup plus large en fait que simplement une réduction hebdomadaire. Évidemment, ce serait une énorme victoire syndicale d'obtenir ça, mais la question c'est aussi combien de temps les travailleurs travaillent sur l'ensemble de leur vie
Et ici, on parle de la durée hebdomadaire du travail, mais aussi de la durée annuelle du travail, c'est-à-dire du nombre de jours de congé auxquels on a droit, et aussi de la question de l'âge de départ à la pension, des possibilités de réduction du temps de travail en fin de carrière, de la question de l'accès au créditant, etc., quoi. Et donc, il faut, je pense, voir la RTT de manière plus large et sur tous ces paramètres-là, parce que si on regarde, si on a cette vision-là en tête, alors on voit que les attaques à l'augmentation du temps de travail, elles sont vraiment super nombreuses ces dernières années, quoi. C'est pas seulement des questions d'heures supplémentaires, mais c'est aussi les mécanismes qui permettent aux gens de diminuer leur temps de travail le long de leur carrière qui sont pour l'instant attaqués, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, obtenir une vraie 5e semaine de congé payé pour tout le monde et 5 jours en plus par an en fait, de congé pour tout le monde, c'est une réduction du temps de travail importante. Hein. Aujourd'hui, un temps plein, ça travaille environ 220 jours par an. Si vous enlevez 5 jours de travail en congé, c'est comme si vous obteniez une augmentation de salaire d'environ 2%. Quoi. Dans ce cadre-là, en fait, demander 5 jours de congé payé en plus pour tout le monde, c'est demander en fait, une importante hausse de salaire pour tout le monde. Les témoignages le montrent, la flexibilité doit être encadrée et ça passe par un dialogue social de qualité. On fait le point sur les revendications de la CSC avec la secrétaire générale Marie-Hélène Ska. La première revendication que nous portons, c'est d'enregistrer le temps de travail, de le mesurer, de savoir de quoi on parle. Une directive européenne oblige d'ailleurs à l'enregistrement du temps de travail, donc mesurons le temps de travail. Deuxième revendication, pas de flexibilité si elle n'est pas négociée entre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs. Troisième revendication phare, c'est de pouvoir moduler sa carrière en fonction de ses besoins, avec des créditants, avec des congés parentaux, avec des aménagements en fin de carrière. C'est possible aujourd'hui, nous voulons l'étendre et nous voulons le rendre plus attractif. Quatrième revendication importante, une 5e semaine de congés légaux, parce qu'aujourd'hui, 40% des travailleuses et des travailleurs ont droit à 20 jours de congés annuels, leurs 20 jours de congés légaux. Et puis, partout, c'est possible de négocier de la réduction collective du temps de travail. Ça fait du bien à tout le monde. Ça répartit aussi la charge de travail de manière plus égalitaire dans l'entreprise. Donc voilà une recette avec 5 ingrédients majeurs. Enregistrer le temps de travail, négocier la flexibilité, pouvoir souffler pendant sa carrière, avoir une 5e semaine de congés payés légaux et puis partager le travail entre tout le monde et chacune et chacun s'en portera mieux. Aujourd'hui, si on veut rendre le travail soutenable, il faut le retravailler et être à l'écoute des travailleurs et travailleuses. C'est ici que se termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.